L'agriculture a-t-elle encore sa place dans les nouvelles régions? On va en débattre. On va avoir le plaisir d'en parler avec Lydie Bernard. Bonjour. Il faut que vous preniez le micro. Bonjour. Alors, vous représentez donc quelle région? Alors, je représente la région Pays de la Loire. Oui, vous êtes vice-présidente du conseil régional Pays de la Loire. Voilà. Guy Vasseur, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Combien en tout? Comme il y a des fusions, donc on diminue. Allez, on a entre les chambres départementales et les chambres régionales 112 établissements. Bon, très bien. Et Philippe Bangin, bonjour. Bonjour. Vous venez à 2 titres là, non? Je suis vice-président de la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, en charge de la ruralité et de l'agriculture, et toujours président d'une coopérative qui s'appelle l'EMC2 et de l'Union nationale In Vivo. Bon. Et puis à mes côtés, Olivier Masbou, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez votre blog et effectivement c'est à vous que revient la première question. C'est à moi que revient la première question. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons 2 élus, 2 agriculteurs et 2 nouveaux élus. C'est leur premier mandat régional. Donc ils ont été élus au mois de décembre. Pour Madame Bernard, c'est une région qui n'a pas bougé, donc vous avez pris vos fonctions en décembre. Et pour Philippe Bangin, c'est une nouvelle région, donc c'était le début janvier, l'installation. Donc la première question à tous les deux que j'avais envie de vous poser, c'est comment se passe la découverte de cette nouvelle activité? Et 2, comment ça se passe en plus avec une nouvelle région? Alors Lydie Bernard, déjà, vous êtes agriculteurs tous les deux aussi, j'ai oublié de le dire. Alors oui, j'ai un cœur agricultrice. Alors comment se passe cette nouvelle prise de fonction? Écoutez, on s'installe tranquillement, mais sûrement. C'est vrai que pour une première expérience, c'est quand même une grande aventure. Mais dans les conseils régionaux, on trouve aussi des esprits d'équipe. Et voilà, on travaille en commission et ça se passe plutôt bien. Philippe Bangin. Alors moi, je suis nouveau en politique. Je viens de la société civile, comme on le dit. On rappelle, si c'est nécessaire, que jusqu'au mois de décembre, vous étiez le président de COP de France et que vous avez été président des jeunes agriculteurs voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors j'arrive dans une région qui doit fusionner 3 entités. C'est un travail titanesque. Il faut recréer tous les services, construire un nouveau cabinet, de nouvelles équipes, redéfinir les missions de chacun, harmoniser les budgets, tant au niveau des prélèvements que des politiques qui sont aujourd'hui décidées et qu'il convient de poursuivre. Donc il y a un travail de ce point de vue qui est, mais alors, titanesque. Et c'est intéressant malgré tout, mais ça retarde un peu les réponses qu'on devrait faire dans un certain nombre de domaines, y compris celui de l'agriculture. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps de fusion des entités? Eh bien, on est en train de réfléchir sur les nouvelles politiques à conduire. Et s'agissant de l'agriculture, dans la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, c'est un sujet majeur. 50 000 exploitations agricoles, 60 000 salariés dans l'agroalimentaire, et c'est l'une des toutes premières richesses économiques de la région. Avec un territoire très rural, des métropoles comme Strasbourg, le sillon mosellan, Metz, Nancy, Reims, et au milieu de tout ça, des territoires extrêmement ruraux à très faible densité. La Meuse, la Haute-Marne, c'est moins de 30 habitants au kilomètre carré. Donc qu'est-ce qu'on a commencé par faire? 2 choses. Un pacte pour la ruralité, pour envoyer un signe fort aux ruraux qui se sentent délaissés, complètement délaissés. On l'a vu pendant la campagne électorale, et le résultat du vote, d'ailleurs, est assez parlant en la matière. Et puis une nouvelle politique agricole. Parce qu'on considère que la crise nous y oblige, d'ailleurs, dans cette période où il y a, en plus des difficultés économiques, un manque total de lisibilité des agriculteurs sur les perspectives, on va, avec les organisations professionnelles, on est en train de le faire, redéfinir une politique à 6 ans. Et avec autour d'axes clairs, de façon à ne pas se disperser, à ne pas saupoudrer les mesures, mais vraiment à organiser une nouvelle politique agricole. Vous arrivez avec 400 km d'un bout à l'autre de la région à mettre en place des choses qui peuvent fonctionner? Écoutez, oui. D'abord parce qu'on a une agriculture qui est assez diverse. On a un très gros pôle viticole, si vous additionnez la Champagne et l'Alsace. Donc ce sont 2 vignobles quand même qui sont extrêmement dynamiques, etc. Et on est persuadé que pour les 2, on peut construire une politique dynamique.
On est la première région céréalière de France. La toute première. Premier exportateur d'orge, premier producteur de malt, premier exportateur de blé. Donc s'agissant des productions végétales, avec les cultures industrielles de la Champagne, là aussi on est capable de trouver de l'harmonisation. Puis il y a la Lorraine au milieu, qui est un peu pivot avec sa polyculture et qui va fédérer tout le pôle élevage. Donc je suis assez confiant sur notre capacité à harmoniser nos réponses tout en répondant à la diversité de l'agriculture. Alors Lydie Bernard, je rappelle que vous représentez la région Pays de Loire. Vous, votre région n'a pas fusionné, il y a juste eu un changement de majorité, donc les choses sont un peu plus simples. Quelles sont les premières actions qui sont en train d'être mises en place pour le monde agricole et le monde rural? Alors, rappeler la priorité de la ruralité, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'hôtels de région. Et donc, en fait, nous, notre président Bruno Retailleau avait dit dans sa campagne qu'il souhaitait faire de l'agriculture une force économique de la région. L'agriculture représente la deuxième force économique de la région Pays de la Loire. Et qu'il y a un plan de soutien, un plan d'action prioritaire, ça serait le premier chantier à conduire. Donc le premier chantier, ça a été le plan d'action prioritaire. Nous avons sorti notre plan d'action prioritaire vendredi dernier, le 26 février. Quelles sont les grandes lignes? Alors les grandes lignes, on va dire, il y a 6 priorités, mais je pense que je ne vais pas les détailler, ça serait un petit peu lourd. Par contre, il faut retenir 2 grands axes. Donc un axe aider dans l'urgence les agriculteurs en difficulté, avec une enveloppe de 11 millions d'euros, 4 millions de la région qui nous ont permis d'aller chercher 7 millions au FEADER. Et puis un deuxième axe, c'est un plan d'avenir où là, avec les acteurs du territoire, les conseils départementaux, les associations des maires, les chambres d'agriculture, on se met en ordre de marche d'une façon collective pour augmenter notre compétitivité ensemble dans la région pour notre agriculture Pays de la Loire et bien sûr l'agroalimentaire. Voilà, donc on va essayer de promouvoir ensemble et le local et l'international, parce que je pense qu'il faut qu'on arrête d'opposer ces 2 marchés. Guy Vasseur, dans ce nouveau contexte, dans ce nouveau paysage des grandes régions, vous avez su vous adapter? Les chambres d'agriculture? Oui, bien sûr. En ce qui concerne les chambres d'agriculture, nous avons, dès le mois de janvier 2015, décidé que nous serions prêts, donc à l'automne 2015. Alors, ça ne veut pas dire qu'on avait les structures qui étaient mises en place, mais tout simplement les équipes mises en place. Donc, un président, un bureau, une session, de manière à faire en sorte que dès l'élection des nouvelles régions, de toutes les régions d'ailleurs, nous soyons prêts d'abord dans la campagne pour mettre nos propositions en avant auprès des listes et des différents candidats, et puis maintenant être donc en termes de propositions concrètes par rapport à tout ce qui va se mettre en place dans les différentes régions. Témoignage donc de 2 régions nous permet de voir que les conseils régionaux sont à la tâche, les chambres d'agriculture, mais pas que les chambres d'agriculture, l'ensemble de la profession va pouvoir tout de suite donc faire ses propositions. Il y a 2 aspects. Il y a évidemment l'urgence. L'urgence, c'est la crise, mais donc n'oublions pas l'urgence. Mais le deuxième point important, c'est permettre l'avenir. Et sur ce point-là, donc nous avons des propositions, évidemment par rapport à la recherche, par rapport à la modernisation, par rapport à l'accompagnement, puisque le deuxième pilier de la politique agricole commune, qui est le pilier structurel, c'est du domaine des régions. Alors ma question s'adresse à tous les 3. Il y a quelques jours, l'Assemblée des régions de France a rédigé un communiqué, a publié un communiqué où elle demande au gouvernement de clarifier les compétences des régions en matière agricole. Alors c'est un peu embêtant parce qu'on vient de voter, on vient de fusionner les régions et puis là on s'aperçoit que les régions ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce communiqué? Bon, je crois que d'abord il faut rappeler que la compétence des régions c'est celle du développement économique. D'abord, bien sûr, il y a la formation, les transports, etc. Mais le développement économique est au cœur de son intervention. S'agissant de l'agriculture, les régions se retrouvent co-gestionnaires du 2e pilier de la PAC, donc principalement des crédits FEADER. Bon. Mais ça, on le savait déjà. Donc, oui, on le savait déjà, mais c'est normal que l'association des régions se tourne vers le gouvernement pour demander que les choses soient claires. Écoutez, il y a un tas de mesures
qui viennent s'empiler les unes sur les autres, qui manquent de cohérence, qui manquent de complémentarité. Et surtout, nous, je crois que ce qu'on a décidé dans les régions, dans la vôtre comme dans la mienne, c'est de ne pas se disperser. C'est de ne pas faire de clientélisme. C'est, pendant ces 5 ou 6 ans, compte tenu du contexte, de redéfinir une politique agricole claire, lisible, structurante, 2 ou 3 axes. C'est ce que vous venez de dire. C'est pareil dans ma région. Modernisation, innovation et structuration des filières. Voilà notre feuille de route. Donc, on va voir le gouvernement pour lui dire maintenant, il faut qu'on discute un peu de qui fait quoi. C'est tout à fait normal. Et croyez bien que le président Richert, qui est le président de ma région et le président de l'Association des régions de France, est un homme extrêmement pragmatique qui ne veut pas perdre de temps dans les méandres de l'administration et de la complexité des dossiers. Il veut des choses claires et il est en train de le négocier avec le Premier ministre. Lydie Bernard, vous partagez Alors juste pour compléter, parce que je partage les propos, effectivement, on est en train de vivre là une passation avec l'arrivée de la loi NOTRe. Hein, voilà. Et donc on la loi NOTRe, c'est la réforme territoriale qui a créé une nouvelle région, pour préciser. Et donc c'est vrai qu'on a besoin, pour se coordonner, parce que vous avez raison, les régions, elles ne sont pas au-dessus de tout. Les régions, elles doivent être à côté des acteurs du territoire, à côté des conseils départementaux. Et en fait, on a vraiment besoin que l'État nous dise pour qu'on puisse se coordonner au mieux pour servir le territoire. Guy Vasseur ? Oui, alors si la question est posée, ça veut dire que la loi n'est pas suffisamment claire. Ouais. La Palisse aurait dit la même chose, mais quand on est sur le terrain, dans les chambres d'agriculture et les agriculteurs, donc aujourd'hui, pour nous, les choses sont claires vis-à-vis de la politique agricole commune, deuxième pilier, compétences région. Compétences économiques, on a compris, compétences région. Mais il y a effectivement des départements et qui, dans une démarche locale, prenaient en compte donc des démarches économiques. La question qui se pose au président des chambres d'agriculture, c'est de savoir si ce seront les régions qui prendront cela en charge, les prendront en compte, feront en sorte que ça se déroule, ou est-ce que demain, les conseils départementaux pourront encore intervenir. Moi, ce que je plaide pour qu'il y ait une cohérence entre les différentes strates donc d'élus et qu'il y ait, au-delà des sensibilités politiques qui peuvent être différentes, donc une véritable clarification, j'allais dire peut-être un partage des compétences au-delà de ce que la loi a prévu, puisque la loi laisse évidemment encore donc des éléments d'interprétation. Philippe Mangin. Je vais vous prendre un exemple. L'agriculture est en train de crouler sous la réglementation. Elle est complètement asphyxiée, et notamment autour des aspects liés à l'environnement. Bon. Nous, on dit au ministre de l'Agriculture, nous allons aller à Bruxelles et nous allons négocier avec Bruxelles une possibilité d'expérimenter dans nos régions un objectif majeur, celui de passer d'un objectif de moyens à un objectif de résultat s'agissant du défi environnemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de rendre complémentaire la réglementation qui est d'ordre public avec le contrat qui est d'ordre privé. Et que sur un territoire, avec Bruxelles, la région et les acteurs, chambres d'agriculture, coopératives, etc., on va essayer de transformer cette donne et de passer à l'objectif de résultat. Ça change tout s'agissant de la réglementation de l'agriculteur. Et c'est un contrat de confiance. Et je pense que les agriculteurs attendent ça. Ils en ont assez de cette réglementation qui les empêche. On veut leur offrir des incitations plutôt que des empêchements. Toute dernière question, il nous reste 1 minute. Philippe Vasseur, il y a 1 an, Guy Vasseur, il y a 1 an, l'État vous faisait des misères en allant prendre dans vos poches l'argent dont il avait besoin. C'est réglé tout ça? Non, c'est pas réglé. L'argent qui a été pris n'est pas revenu. Alors je ne sais pas si ça vous rassure, mais moi ça ne me rassure pas, évidemment. Par contre, on a empêché effectivement la diminution des ressources qui étaient prévues par la loi de moins 2% pendant 3 ans. On l'a enrayé cela. Il était grand temps. J'ai un certain nombre de chambres départementales qui, compte tenu de la ponction qui a été réalisée donc, dans leur budget, sont aujourd'hui en difficulté. Donc non, je sais que l'État a besoin de beaucoup d'argent, mais ce n'était pas la formule. Il fallait mieux éventuellement faire en sorte que nous puissions investir. On avait proposé de mettre ces moyens-là
sur la recherche et qu'il y ait un retour, y compris sur le développement agricole. Voilà, on n'a pas été écouté, c'est le budget de l'État. Je ne suis pas sûr que ce soit une véritable réussite. Madame, je suis sûr du contraire. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici, puis merci à vous.